Alors, en fait, on va commencer par la partie sur l'homonationalisme, commencer à définir ce que c'est. Est-ce que certains déjà parmi vous ont déjà entendu ce terme? Non? Bah, c'est cool. Du coup, ça va être une grande découverte pour vous tous et vous toutes. Bah, c'est un terme qu'on va entendre de plus en plus, souvent. Parce que c'est, bah, je vais commencer puis ouais, parce que c'est une stratégie qui va être mise en place par de plus en plus de pays occidentaux pour créer une ligne de frontière, entre, un monde progressiste, garant des libertés des LGBT, qui serait plutôt le monde occidental, versus un monde, qui ne serait pas civilisé, qui serait rétrograde et cetera, et ça, ce serait plutôt un monde arabo-musulman. Donc voilà, nationalisme, c'est la récupération et l'instrumentalisation des luttes LGBT et des revendications LGBT à des fins idéologiques qui sont racistes, qui peuvent être racistes, xénophobes ou à visée impérialiste. Donc ces États se présentent comme des bastions de progressisme, les pays démocratiques, gay-friendly, garants des valeurs d'ouverture et de la diversité sexuelle et de genre, par opposition à un Sud global, et en particulier oriental et africain, bien sûr musulman, qui eux seraient arriérés, homophobes, misogynes, archaïques. Donc c'est enfin voilà, cette séparation entre deux mondes, comme une sorte de choc culturel qui est présenté à travers différentes stratégies. À l'échelle nationale, en fait, l'homonationalisme se décline avec les populations de quartiers populaires qui, de fait de leur appartenance culturelle ou religieuse, principalement musulmans, seraient aussi homophobes, rétrogrades et inassimilables, et donc un danger pour la nation. Cette posture est bien sûr ethnocentrique et impérialiste, avec des relents colonialistes, et elle cherche au niveau international à imposer des valeurs dites progressistes à des pays et à des peuples arriérés, et au niveau national à adopter une attitude protectionniste, sécuritariste et de rejet face à des populations qui seraient un danger pour la nation et son identité. L'homonationalisme est un concept qui a été théorisé notamment par, Judith Butler qui, notamment, à la Gay Pride, de Berlin en 2010, avait aussi beaucoup marqué les esprits parce qu'elle avait fait sortir ce thème d'homonationalisme des sphères militantes voilà, en le rendant un peu plus public, puisqu'elle avait refusé, publiquement un prix qu'on lui remettait, le prix du courage civique, et elle avait refusé auprès des organisateurs de la Gay Pride de Berlin, en leur disant qu'ils participaient, qu'ils étaient complices du racisme et notamment du racisme anti-musulman, et donc elle avait mis en évidence, en fait, tout ce truc que je vais développer un peu plus autour de l'homonationalisme et à quel point les LGBT eux-mêmes peuvent être partie prenante, en fait, dans cette stratégie qui est une stratégie politique, voilà. Il y a aussi Jaspire K. Puar, qui est une chercheuse sur les questions de genre, qui a aussi écrit un bouquin qui s'appelle «Homonationalisme, politique queer après le 11 septembre». Pourquoi après le 11 septembre? C'est ce que je vais développer maintenant, puisque c'est effectivement à partir du 11 septembre 2001. Alors sans doute, vous étiez très jeune, à cette époque, voilà, mais donc vous vous souvenez que c'était, enfin vous vous souvenez, vous avez en entendu parler, que c'était, les tours du World Trade Center avec, les avions, et que ça a donné, suite à ça, il y a eu, toute la guerre, en Afghanistan, et Mmh, donc c'est effectivement à partir du 11 septembre 2001 que l'on commence, à voir les premières prémices, en fait, de l'homonationalisme, hem, et puisqu'en fait, à partir du 11 septembre, notamment, on a des discours qui sont, on va aller en Afghanistan, notamment pour sauver les femmes afghanes du patriarcat et des hommes afghans, et cetera. Donc ce discours, puisque très souvent, en fait, il y a l'homonationalisme, mais il y a aussi l'utilisation des femmes, donc c'est l'LGBT, les femmes, l'Occident serait protecteur de ces 2 groupes, alors que ces 2 groupes seraient en danger, dans des pays rétrogrades, misogynes et homophobes. Et donc l'une des raisons qui pouvait justifier la guerre en Afghanistan, c'était aussi d'aller sauver les femmes afghanes. Heu, mmh
Mais l'histoire jusqu'à présent nous montre que des bombardements, des troupes militaires au sol, la déstabilisation d'un régime politique, la mainmise sur l'économie d'un pays ne constituent pas des avancées pour le droit des femmes. Le droit des femmes et des minorités sexuelles ne sont pas indépendantes de ceux des hommes. Ils doivent être pensés globalement et pas particulièrement. Bonjour. Heu Donc après, à partir du 11 septembre, vu qu'il y a une grosse mobilisation aussi des troupes nationales, aux États-Unis, il était important pour le gouvernement états-unien de revigorer les troupes nationales, le nationalisme et même d'avoir plus d'hommes, en fait, dans les troupes militaires et donc c'est aussi pour ça que les LGBT ont été réintégrés, en fait, dans le, le récit national, dans l'idéologie nationaliste et pour renouveler le nationalisme un peu états-unien. Heu et donc tout ça donc il y a différents exemples qui prouvent ça. Donc par exemple, on a eu beaucoup de portraits de héros états-uniens morts dans les tours du World Trade Center et cetera, diffusés dans les médias, comme, comme des héros, morts pour la nation, avec des portraits comme celui de Mark Bingham, qui était un homme blanc, bien sûr pédé, enfin homosexuel, homme, blanc, viril, joueur de rugby, patriote, qui appelait sa mère juste avant de mourir. Bref, c'est vraiment pour montrer que c'est un homosexuel qui ne dérange pas, qui correspond en fait à tous les codes de la de du bon patriote, blanc, joueur de rugby, qui aime sa mère, qui est viril, donc qui est homosexuel, mais qui ne remet pas en question les problématiques de genre et qui joue au rugby. Bref, donc du coup, c'est l'un des exemples des grands héros nationaux homosexuels qui ont été mis en avant. Hem et le New York Times aussi a publié en fait, dans la notice, nécrologique, de victimes, des gays et des lesbiens et des portraits des partenaires endeuillés de ces LGBT qui sont morts. Heu, Pendant cette période, on a eu aussi énormément de drapeaux états-uniens qui ont été, mis dans les bars, les clubs gays et aussi lors des défilés de la Gay Pride et où on voyait bien que dans ces défilés, en fait, il y avait aussi l'hymne national qui était chanté et cetera. Donc il y avait, le patriotisme était revigoré et donc on le sentait beaucoup, en fait, dans le milieu. Hélène DeGeneres, je ne sais pas si vous la connaissez, une grande, présentatrice, états-unienne, qui pendant la cérémonie des Emmy Awards, juste après, donc c'était en novembre, donc 2 mois après, les World Trade Center, a dit, je cite: on nous dit de continuer à vivre comme avant. On nous dit que de ne pas le faire reviendra à laisser les terroristes gagner. Et à l'évidence, qu'est-ce qui pourrait plus énerver un taliban qu'une lesbienne en costume devant une salle pleine de juifs? Ça n'a l'air de rien, mais en fait, voilà, ça crée les 2 mondes, en fait et puis, en plus, je jette pas du tout la pierre à Hélène de Générès. Je pense que c'est plein de choses qui sont comme ça dans l'air du temps, dans une musique, avec des portraits, avec, un discours politique et cetera et finalement, en fait, on peut se laisser emporter dans tout ça sans même s'en rendre compte. Mais dans ce qu'elle dit, il y a ce truc où nous sommes le monde, des lesbiennes en costume, de la diversité avec les juifs, et cetera. Et de l'autre côté, il y a les talibans qui ne supporteraient pas, et je ne défends bien sûr pas les talibans. Mais voilà, il y a ces 2 mondes qui sont mis en évidence de façon très évidente et heu et donc voilà et donc face à la nécessité d'un recrutement ample des forces armées, par rapport à la guerre en Afghanistan, il y a même eu la doctrine du «Don't ask, don't tell» qui a failli être remis en question, mais qui n'a pas été remise en question. Donc en fait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une législation qui a été, mise en vigueur en 1993 et qui a été abolie au Sénat en 2010. Et elle stipule en gros: «Don't ask», ne demande pas, don't tell, ne dis pas et en gros, c'est pour
les personnes LGBT qui sont sommées de ne pas dire qu'elles sont LGBT et de ne pas demander, donc de ne pas faire d'enquête, de ne pas essayer de savoir si un tel ou une telle serait, LGBT. En gros, c'est officialiser le placard et voilà. Et donc ça a été, ils ont même tellement ils avaient besoin de revigorer les troupes et cetera, ils ont même pensé à remettre en question cette législation et finalement ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait bien plus tard, en 2010. Et donc ça montre bien en fait aussi ce qui est intéressant dans l'homonationalisme, c'est qu'il y a aussi un grand décalage entre, l'affichage, l'idéologie en fait, ce qu'on prône, puisque même Trump et je le dirai tout à l'heure, se dit défenseur des LGBT. Hem et la réalité concrète des actes. Donc dans la réalité concrète des actes, ils auraient pu, même d'une façon très intéressée pour, avoir plus de LGBT dans les troupes, remettre en question le Dante Ask Dantel. Ils ne l'ont pas fait, mais par contre, la politique d'affichage, qui n'engage finalement à rien et qui n'offre pas plus de droits ou pas plus d'égalité pour les LGBT, sur ça, en fait, il y a voilà, il y a un décalage entre le verbe et le faire, qui est aussi assez typique en fait des discours homonationalistes, heu, où dans les discours on pourrait croire que les États ou les groupes politiques sont extrêmement en avance, sont, dans une égalité complète, et avec les LGBT, les femmes et cetera et au final en fait ça c'est du vent un petit peu, il y a aussi Hillary Clinton qui était secrétaire d'État en 2010, là, du coup, qui déclare que, les droits des homosexuels sont des droits humains et que les USA veilleront à ce que ces droits soient respectés dans le monde. Christiane Taubira aussi, étrangement, lors des débats pour le mariage pour tous à l'Assemblée nationale, rentre aussi dans ce discours civilisationnel en parlant d'une avancée civilisationnelle majeure. Encore une fois, en fait, je jette pas la pierre ou je dis pas que c'était voulu ou calculé et cetera, mais en tout cas, c'est juste pour voir qu'en fait, c'est dans l'air du temps et que certaines personnes l'instrumentalisent directement avec des visées, clairement xénophobes, et puis, certaines personnes se laissent aussi embarquer dans ça et tac, tac et Trump, du coup, en juillet 2016, à la Republican National Convention, dit: «Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger nos citoyens LGBTQ de la violence et l'oppression d'une idéologie haineuse étrangère». Elle est étrangère, bien sûr. Et donc voilà, donc ça, c'est aux États-Unis, en fait, juste pour dire, donc c'est vraiment aux États-Unis que ça a vraiment commencé à prendre corps, mais en Europe, actuellement, ces 10 dernières années, ça s'est beaucoup développé et donc là, j'ai donné quelques exemples très rapides de ça. En France, par exemple, bon, déjà en France, il y a une étude IFOP, en 2012 qui dit que 10 des personnes se déclarant comme homosexuelles se disent proches du Front national, en 2012. Au régional, plus de 32 des couples homosexuels mariés ont voté pour le FN. Déjà, bon, c'est un peu, enfin, je ne sais pas si ça vous étonne vous, mais moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais assez étonné et puis bon. Un petite citation de Marine Le Pen qui fait un peu un appel du pied aux LGBT. Donc ça, c'était en 2010 à Lyon. Elle dit: «J'entends de plus en plus de témoignages sur le fait que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc». Voilà. Mais au moins, c'est bien, c'est très clair. C'est voilà. Heu et ce qui est intéressant, encore une fois, ben, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'homonationalisme, ce décalage entre le verbe et le faire, c'est que le Front national est le premier à être contre le mariage pour tous, et pourtant, il se dit qu'il est défenseur, il se présente comme défenseur des LGBT, des femmes et cetera. C'est voilà, c'est et puis après, je vous donnerai un exemple allemand où c'est aussi exactement la même chose. Pour terminer simplement sur le cas de la France, en 2014, il y a eu Sébastien Chenu, qui est un des fondateurs de Gaylib, qui était un média gay, qui est rentré au FN. Donc là aussi,
C'est un élément un peu important. Il y a eu aussi le outing de Florian Philippot, qui certes il n'était pas voulu, mais en tout cas ça participe à cette normalisation de la présence homosexuelle dans les sphères politiques d'extrême droite. Heu, En Allemagne, on a un peu c'est un peu la même chose en fait en Allemagne dans le parti politique l'AfD, Alternative for Deutschland, on a l'équivalent, c'est l'équivalent du Front national et on on a un discours qui dit: «On va vous défendre contre tous les immigrés qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous» et cetera. Donc c'est un peu le discours du FN et en avril 2017, on a eu l'élection d'Alice Weidel, qui est une ancienne banquière d'investissement et lesbienne. Donc c'est à la fois une caution libérale et une caution, d'ouverture, de progressisme et cetera. Donc elle était à la tête de l'AfD. Et je la cite, elle dit: «Cela ne fait aucun sens de débattre au sujet du mariage homosexuel en ce moment. Des millions de musulmans pour qui l'homosexualité est un crime sont en train d'arriver illégalement en Allemagne et menacent notre liberté». Voilà, donc là pareil aussi, donc finalement, il n'y a pas besoin de parler d'avancées concrètes pour les homosexuels, dont le mariage, qu'on soit pour ou contre, mais qu'on soit pour ou contre l'institution du mariage, je veux dire. Heu, mais bon, bref. Il y a aussi Sven, Triftschler, qui est président des jeunes de l'AfD et donc qui est un homosexuel, connu. Donc deux figures homosexuelles dans ce mouvement d'extrême droite allemand. Aux Pays-Bas, on a le parti populiste de Geert Wilders, qui brandit le droit homosexuel comme un progrès occidental aujourd'hui menacé par l'islam. En Suisse, on a le très xénophobe Union démocratique du centre qui a créé sa propre section gay. En Angleterre, on a eu les hooligans de la Ligue de défense anglaise qui ont voulu organiser une Gay Pride en plein cœur du quartier musulman à Londres. Bref, ce sont autant d'exemples qui montrent qu'il y a une droitisation claire chez les LGBT en Occident. Et d'ailleurs, le livre Pourquoi les gays sont passés à droite de Didier Lestrade, cofondateur d'ACT UP, en parle très largement. En gros, il y a beaucoup d'LGBT s'embourgeoisent et s'individualisent, oublient en fait toute la tradition, de lutte dont ils sont issus, et finalement sont prêts à descendre dans la rue uniquement lorsque ça concerne leurs propres droits, leur droit au mariage, leur droit à la PMA, à la GPA, à la filiation, à la parentalité, et cetera, et désertent en fait toutes les autres causes, humanistes, dans lesquelles ils étaient traditionnellement investis. Donc en voyant tout ça, ça ne laisse présager rien de bon en fait, ça laisse percevoir une sorte de spectre, de guerre culturelle en fait, dont les revendications LGBT seraient les nouvelles lignes de front et c'est en fait, intéressant. En fait, tout à l'heure, au début, je parlais de l'homonationalisme comme aussi, une idéologie, impérialiste et c'est intéressant, en fait, de voir qu'aujourd'hui, on a cette injonction de l'Occident envers, les pays, du Moyen-Orient, on va dire très globalement, de rentrer dans la modernité et donc, de d'accepter les LGBT, d'être un peu plus, gay friendly et alors que on avait une injonction complètement en fait opposée puisque, avant le XXe siècle, par les anciennes, nations coloniales, heu aux pays colonisés, puisqu'en fait, la plupart des lois qui criminalisent l'homosexualité, en fait, dans beaucoup de pays, anci beaucoup d'anciennes colonies sont issues, en fait, des colons, que ce soit en Inde, que ce soit au Cameroun, au Maroc, en Palestine. Beaucoup des lois qui criminalisent l'homosexualité ont été faites, en fait, sous les empires coloniaux. Et il est intéressant, en fait, il y a toute une tradition au Moyen-Orient, il y a une longue tradition homophile qui a été étudiée, notamment par Laurent Baudouin dans un livre qui s'appelle «À l'Est des Roses», où il répertorie, en fait, un certain nombre de récits de voyage de voyageurs occidentaux du 16e, il me semble, au 18e siècle ou au 19e siècle
dans ces récits de voyage, on voit en fait que les voyageurs occidentaux sont complètement hallucinés de voir enfin, la présence de l'homosexualité dans les cultures arabo-musulmanes. Ça ne veut pas je suis pas en train de dire que c'était parfait, qu'il y avait des LGBT, que c'était super cool et qu'il y avait une égalité parfaite. Il y avait juste une autre façon, en fait, de considérer, la sexualité, les genres, la visibilité ou pas et quand et du coup, il y a aussi il y a une longue tradition, de poètes, de poètes qui ont écrit aussi sur l'homosexualité, Abou Nouès, El Bardadi, beaucoup de poètes arabo-persans aussi ont écrit sur ça donc il y avait une existence et du coup, ces pays-là, à l'époque, étaient considérés comme anormal, déviants, comme culturellement et comme des civilisations qui sont en retard civilisationnel, en fait, des pays, des peuples qui sont en retard civilisationnel parce qu'ils ont des rapports sexuels avec, parfois des personnes du même sexe donc c'est ça qui est intéressant aussi de voir qu'un coup on impose, des populations colonisées à être dans la modernité en abandonnant une sorte de lascivité, un peu trop, d'être un peu trop proche du plaisir de la chair et d'être un peu pas assez formaté quant à l'orientation de ce désir, heu, un sexe pour le sexe opposé. Et aujourd'hui, on est dans la situation inverse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, le discours est toujours imposé par la puissance dominante. Dans le premier cas, au début, c'était la puissance coloniale et maintenant c'est des pays occidentaux qui se définissent eux-mêmes comme progressistes, comme défenseurs des droits des LGBT, des femmes, des minorités et cetera. Heu, voilà. Je pense que pour l'homonationalisme, voilà, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire et puis, maintenant on va pouvoir parler du pinkwashing israélien. On peut aussi, se faire un petit temps d'échange si vous voulez. C'est comme, heu c'est comme vous le voulez. Je continue et on parle après? OK. Alors le pinkwashing, Lila tout à l'heure a un peu présenté ce que c'était que le pinkwashing. Le pinkwashing, c'est une stratégie d'entreprise ou d'État qui pour, cacher des pratiques immorales, souhaite se présenter comme gay friendly, ami des homosexuels et pour atteindre ce but, une stratégie de communication ou des actions médiatiques sont mises en place. Donc pinkwashing comme greenwashing pour l'écologie. Donc je pense que, bah, voilà, c'est assez simple à comprendre. Hem et donc en l'occurrence pour Israël, forcément le pinkwashing intervient pour cacher tout ce qui est violation du droit international, violation des droits de l'homme des Palestiniens, la politique, coloniale qui continue, l'apartheid qui se déploie encore plus. L'apartheid, on est à Israël apartheid, on n'emploie pas le terme apartheid parce qu'on est des bandes de gauchos, extrémistes. Le terme apartheid, il vient tout droit d'un rapport des Nations unies qui a été, fait il y a 2 ans, il me semble, au mois de mars, le rapport Taylor-Falk qui dit clairement qu'Israël est un État d'apartheid. On a aussi, le tribunal Russell qui arrivait au même résultat. On a même des personnes en Afrique du Sud qui ont connu l'apartheid, qui disent que même que l'apartheid en Palestine est encore plus féroce sous différentes formes. Bref, le terme ne doit même pas poser, de polémique. Il est vérifié. Hem et donc c'est à partir en fait de la fin de la seconde intifada, donc à peu près 2000, de 2000 à 2005, la seconde intifada, que l'État d'Israël est conscient de la dégradation croissante de son image au niveau international. Hem à l'époque, l'agence, Wunderman, une filiale du groupe, Young& Rubicam, qui est un groupe, de communication, offre en fait, une étude, à Israël, par rapport à son image et donc il, arrive au constat que l'image est épouvantable, dans le monde. En fait, l'image d'Israël dans le monde est épouvantable. Pire, cette image se dégrade même dans les pays
les pays amis d'Israël, comme aux États-Unis, dans les pays scandinaves, en Italie, aux Pays-Bas, et que cette image, en fait, elle est liée à la guerre, à la dangerosité de ce pays. Mais malgré ça, il y a quand même 2 points forts qui émergent dans cette étude. C'est le high-tech et de l'autre côté, c'est le mode de vie de Tel Aviv. C'est les 2 choses qui sortent un petit peu d'Israël comme des éléments un peu positifs. Heu, pour ce qui est du high-tech, en fait, on sait que les capacités informatiques, d'Israël, en fait, prennent racine dans l'industrie de la défense. Bref, la guerre, les armes, puisque c'est l'un des premiers au monde, à exporter, non, l'une des premières puissances au monde à exporter, des armes et sa connaissance en termes de, de tout ce qui est, hélicoptères, drones, missiles, armes à laser, et puis aussi sur système de surveillance. Pourquoi cela, en fait? Parce que c'est un pays qui expérimente, en live, c'est, toutes les créations, en termes d'armes, il maintient la Cisjordanie dans une occupation. Gaza, toutes les 2 ans, il y a des opérations, où il teste aussi de nouvelles armes. D'ailleurs, il y a un documentaire, enfin, je dis pas ça, pour, ça s'appelle comment? The Lab, je crois. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Un documentaire qui montre en fait, justement le cynisme de cette industrie, puisqu'Israël, dans le salon de l'armement, elle est extrêmement bien cotée, puisque en fait, elle propose toujours des armes qui sont à la fois très nouvelles et puis à la fois qui ont le point fort d'avoir été testées, puisque heureusement, peu de pays ont la possibilité de tester, en live des armes. Israël peut le faire et donc du coup, bon, il y a ce documentaire qui s'appelle, je crois, The Lab, je crois, mais bon, il faudra vérifier, qui parle de ça. Donc le fait qu'Israël soit un grand acteur au niveau des high-tech, se doit aussi à ça. Heu donc ouais, mais par contre, le secteur du high-tech, bon, c'est très lucratif, mais par contre, c'est pas très glamour à vendre au niveau international. Du coup, il reste Tel Aviv, le mode de vie de Tel Aviv. Et c'est à partir de là où se crée tout un questionnement. Tel Aviv, en fait, il pense à Rio, au Brésil. En fait, quand on pense au Brésil, on pense souvent, à la violence, aux favelas, à la dangerosité, mais en même temps, il n'empêche qu'on a aussi Rio de Janeiro qui est la fête, les belles filles, la plage. Et donc du coup, en fait, ils disent: «Mais en fait, il y a un truc à jouer, en fait. On peut très bien avoir en même temps un pays auquel on appose des éléments de dangerosité et cetera, et puis en même temps avoir une ville qui appartient à ce pays, qui émerge et qui sera une ville festive et cetera». Donc ils se disent: «OK, il y a quelque chose à faire avec Tel Aviv». Hem et donc ils se disent: «Bon, on va vendre, la vie gay plutôt que la vie de Jésus aux libéraux gays américains». Heu, puisque bon, en fait, les pèlerins, alors il y a énormément de pèlerins à Jérusalem, mais bon, pour eux, c'est des quasi miséreux. Ils viennent, ils vivent modestement, ils consomment, chichement, enfin, c'est pas eux qui ramènent, énormément de blé, et puis ils sont pas forcément très glamour. Donc ils veulent plutôt aller vers une population qui sont un peu plus, friquées, un peu plus, consommatrices, un peu plus dans une dimension, ouais, de consommation. Donc, donc c'est en 2007, en fait, que la ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelle Tzipi Livni, met donc en place une stratégie marketing baptisée Brand Israël, donc la marque Israël. Et donc l'idée est de vendre Israël comme un pays dynamique, ouvert, progressiste et respectueux de la diversité sexuelle et de genre. Donc le pinkwashing fait partie de cette stratégie de Brand Israël, et il a pour but de faire oublier les violations constantes des droits des Palestiniens, et cetera, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a l'agence Saatchi& Saatchi, qui est une autre très grosse agence, de communication, qui offre gracieusement ses services et heu et trouve le cynique slogan pour résumer un petit peu tout ça: «Innovation for life». Ce slogan remplace le trop clivant The Jewish Heritage. Donc l'innovation pour la vie plutôt que l'héritage juif. L'innovation pour la vie, bon,
quand on sait que le grand commerce d'armes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'est pas trop du côté de la vie, mais bon, bref. Anyway, à partir de là, on a un renforcement considérable des moyens économiques des offices de tourisme en Europe. Donc, Israël déploie énormément d'argent. Donc, voilà, petit à petit, il y a vraiment cette stratégie de communication qui se met en place avec un nouveau slogan, on définit une cible. Donc, c'est Tel Aviv. OK, c'est les LGBT. En fait, ce sera plus les G que les L et les T et les B. En gros, c'est les gays, c'est les PD, parce que les lesbiennes, non, les trans non plus, les bi bon, en fait, ouais, les lesbiennes, on ne sait pas pourquoi, j'ai ma petite idée, ne vont pas rentrer dans ce, dans ce comment dire? Dans tout ce récit, pourquoi en fait les lesbiennes? Bah, parce que c'est des femmes en fait, parce qu'elles ne sont pas que des discriminants en tant que lesbiennes, elles sont aussi discriminées en tant que femmes et donc du coup, elles ont une vision, pluri, elles ont plusieurs axes de vue sur la je pense que plus on accumule des discriminations et plus on a une vision qui est plus intersectionnelle, qui est plus ouverte et qui est moins, heu, si vous voulez un PD blanc, de classe plutôt moyenne supérieure, qui est, ni trop moche ni trop laid, voilà, une fois qu'il aura ses droits en tant que PD, il aura tendance à oublier qu'en fait, il fait partie d'une minorité, qu'il a été discriminé et que voilà. Mais, une nana, lesbienne, même si on lui donne des droits en tant que lesbienne, elle subira toujours des discriminations en tant que femme et donc du coup, elle aura toujours et il restera chez elle une affinité avec les autres populations discriminées. Elle est moins, on peut moins lui la baratiner avec un discours, voilà, bon bref. Bon, en gros, c'est que les PD, c'est que les gays. Les lesbiennes ne font pas partie de tout ce truc de propagande. Hem, alors, bah, du coup, je parle et après j'oublie où je suis. Ouais, donc du coup, je disais qu'en fait, beaucoup de moyens ont été, ont été donnés aux offices de tourisme européens, et donc lancement de campagnes publicitaires dans les médias et cetera. Ça, est-ce que je passe? Ouais, non, je passe. Dans cette même année, la ville donc en 2010, la ville s'engage pleinement sur le marché, en plein essor du tourisme gay et elle organise en fait le congrès annuel de la International, heu, Gay and Lesbian Association. Donc du coup, en fait, c'est le grand événement de tourisme international pour les gays et donc Tel Aviv l'organise. Donc il y a, plus de 400 participants qui répondent présents et sont, traités, aux petits oignons en fait, pour, voilà, pour que Tel Aviv devienne un peu une destination phare, dans tous les pays, européens. Il y a 80 millions d'euros qui sont investis dans une campagne mondiale de marketing en direction des gays. C'est d'ailleurs le cabinet Outnow qui est spécialisé dans le marketing gay qui se charge de ce plan de communication. Et donc entre, 2011 et 2012, une vague d'articles dans la presse magazine Homo, voilà, c'est un déferlement d'articles. Il y a même Tétu qui en 2011, met Tel Aviv à la une, de son titre avec, comme titre: «Plage, fête et beaux gosses». Waouh! Donc voilà, c'est vraiment en fait, on a petit à petit, tout qui se construit, ça commence à prendre, de l'ampleur et puis vraiment à partir de 2010-2011, quand on est homo, forcément et qu'on sans même trop traîner dans le milieu, en fait, on voit que, ben, petit à petit, Tel Aviv commence à s'imposer comme une destination où aller, hem, heu ça, j'ai déjà dit. Oui, donc du coup, bon, là, je raccroche un petit peu les wagons avec, tout à l'heure, ce que j'ai dit avec l'homonationalisme. Là, on est en 2010, aux États-Unis. En fait, on est vraiment dans cette période où il y a cette idée de choc de civilisation qui est là, qui est aussi un choc de civilisation et choc des sexualités et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'en fait, Israël joue sur ça, qu'elle a défini cette cible. C'est pour mettre en avant, son image comme celui d'un monde, en fait, comme si Israël, c'était un prolongement de l'Occident au Moyen-Orient. Comme si Israël, c'était un prolongement de l'Occident
dans un environnement homophobe, arabe. Et donc, du coup, créer une proximité aussi avec les Européens. On est les mêmes, on vit la même chose. Et nous, on le vit de façon encore plus forte puisqu'on est entouré d'eux. Et donc, voilà, c'est un peu cette narration. Hem, Autre chose, un autre événement qui a coûté très, très peu d'argent à Israël, mais qui a rapporté beaucoup de retombées médiatiques, c'était le 29 mai 2013. Vincent Antin et Bruno Boileau sont les premiers couples homosexuels à se marier en France. Et donc, il y a Mira Marcus, qui est la conseillère presse de Ron Huldaï, qui est le maire de Tel Aviv, qui flaire tout de suite le bon coup. Dès le lendemain de leur mariage, il y a le maire de Tel Aviv qui les appelle, qui appelle le nouveau couple, qui leur dit, «Voilà, on vous invite à venir, passer votre lune de miel à Tel Aviv. Je vous paye le billet, je vous paye le logement. Welcome». Il y a même à ça, le lendemain, il y a Christophe Bigot, qui est l'ambassadeur de France, donc à Tel Aviv, qui les invite à loger dans sa résidence à Jaffa. Donc, 8 jours plus tard, en gros, il y a les 2 nouveaux mariés qui vont à Tel Aviv, heu et leur lune de miel se transforme un peu en voyage officiel, avec, comme parrain et comme marraine, ou comme parrain et comme parrain, je sais pas, enfin, comme voilà, l'ambassadeur d'Israël et le maire de Tel Aviv, voilà. Donc, et là, on a bien sûr, suite à ça, en fait, il y a eu énormément de retombées médiatiques, le couple gay, machin, parce que c'était le premier couple homosexuel à se marier. Et du coup, où ils vont faire leur lune de miel à Tel Aviv, donc ça fait forcément les gros titres. Même Le Figaro, qui était le porte-parole le plus véhément par rapport à la loi de Taubira, enfin le porte-parole, qui était le porte-voix des opposants plutôt, le porte-voix des opposants, qui était contre la loi de Taubira, là, pour le mariage, pour tous, consacre un joli article à cette belle lune de miel à Tel Aviv. Heu, bon, je me dépêche, là, il est ouais, dans 10-15 minutes, 10 minutes, je finis. Heu, ouais, encore un autre truc, en juin 2016, il y a aussi un gros voyage presse avec 30 journalistes internationaux. Enfin bon, bref, tout ça se répète et se multiplie. Et puis on a beaucoup de médias qui font plein de il y a Next, le supplément de Libération, qui ouvre son sujet avec, le drapeau arc-en-ciel, avec un ciel, ensoleillé, qualité de vie inattendue à Tel Aviv. En gros, le message, c'est: oublier la politique, israélienne. À Tel Aviv, on s'amuse. Mais pourquoi est-ce que tout ça, c'est un mirage? Puisque je me suis beaucoup inspiré du livre que je vous conseille grandement, «Mirage gay à Tel Aviv» de Jean Stern, qui décrit, vraiment tout ça, c'est très bien. Et pourquoi est-ce que tout ça est un mirage? Mais parce qu'en fait, Israël, entre la LGBT friendly, attitude qu'elle affiche et heu, la réalité localement, en fait, bon, déjà, en fait, on a un pays qui où on a une disparité entre les très riches et les très pauvres qui est très forte, puisqu'en fait, c'est le deuxième pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, il est juste après le Mexique, concernant ce qui est, les inégalités, le développement des inégalités ces 20 dernières années. Donc, Israël est en deuxième place, juste après le Mexique, par rapport au développement des inégalités. C'est aussi le pays, où le taux de pauvreté est le plus élevé de l'OCDE. Heu, on a, 46 en fait donc il y a eu un sondage, de l'IFOP en 2012, qui dit que 46 des Israéliens pensent que l'homophobie est une perversion, contre 10 en France, donc en 2012. Il y a aussi plein d'événements, tragiques qui ont eu lieu en Israël, comme la fusillade devant le centre LGBT de Tel Aviv en 2009, où il y a eu 2 morts et une quinzaine de blessés. Il y a eu, à la Gay Pride de Tel Aviv en 2015, il y a eu 6 personnes qui ont été poignardées par un juif ultra-orthodoxe qui avait déjà attaqué 3 participants à la Pride de 2005, donc 10 ans avant. Heu, les thérapies de conversion, je sais pas si les thérapies de conversion, c'est pour, à travers une thérapie pour transformer un homosexuel en hétérosexuel. Bonne chance. Apparemment, oh, c'est pas apparemment, elles sont toujours pratiquées en Israël. Et le ministre de l'éducation, Rafi Peretz, qui est à la tête du parti d'extrême droite Foyer Juif, a même déclaré en 2019 être favorable à ces thérapies.
Heu et puis surtout, et puis aussi on a, en le 2 février 2015, il y a eu l'armée israélienne qui a décidé de renvoyer 43 soldats de réservistes de l'unité de renseignement. En fait, c'est une unité qui est spécialisée dans tout ce qui est, écoute téléphonique, comment dire? Ouais, les renseignements en fait, espionner, les Palestiniens et cetera et bref et donc du coup, en fait, il y a eu 43 soldats qui avaient, porté une alerte parce que, beaucoup de LGBT palestiniens on faisait chanter, hem, les, l'administration, le gouvernement israélien faisait chanter les LGBT palestiniens, c'est-à-dire qu'en fait, il les écoutait, il les suivait à travers des applications et cetera. Identifiant qu'ils étaient LGBT, ensuite il les contactait, il leur disait: «Donc on sait que vous êtes LGBT, donc si vous ne nous donnez pas des informations sur tel ou sur ça ou ça, on vous out à votre famille», on voilà et c'était pas uniquement fait pour des LGBT, c'était aussi fait pour des personnes qui ont des relations extraconjugales, ou pour des personnes qui sont malades, je sais pas, une personne qui a le VIH dont la famille, les proches ne savent pas, bah, ils identifient que cette personne a le VIH et ils vont le faire chanter. Bref, il y avait tout un système de chantage qui était fait, pour pousser les, LGBT palestiniens notamment à devenir des informateurs auprès du gouvernement, israélien. Heu, donc bon, c'est des pratiques infâmes et qui en plus, favorisent l'émergence d'une homophobie particulière, chez les Palestiniens. C'est-à-dire que, étant donné que certains Palestiniens, heu, homos qui subissent ce chantage finissent par y répondre, du coup, se crée une suspicion dans la société palestinienne. Si tu es homo, tu es potentiellement un addict, tu es potentiellement une personne qui va transmettre des informations. Déjà qu'en fait, dans les cultures arabo-musulmanes, méditerranéennes et cetera, actuellement, heu, être LGBT, c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus fun. En plus, là, de cette homophobie traditionnelle, on doit ajouter à ça une homophobie spécifique qui est liée à cette situation de chantage où quand on est homo, on est aussi suspecté de devenir un indique pour l'État israélien. Heu, voilà, voilà en gros en fait il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je pense qu'elles viendront peut-être dans le cadre d'un échange. Heu, ouais, je m'arrête là, je suis fatigué.